La mission de haut niveau des pêcheurs sur le tronçon Caille-Sandaré dresse un bilan préoccupant. Les travaux de réhabilitation de cet axe stratégique de 138 km, vital pour le corridor Bamako-Dakar, accusent un retard important. Les blocages et les perspectives ont été évoqués. De façon annuelle, RSF et Transparency notent les pays selon leur niveau de corruption, de liberté d'expression, de qualité de gouvernance ou encore de bonheur. Le collectif Reportica critique ces classements à travers une étude. 1600 stadiers ont été recrutés puis formés pour répondre aux normes internationales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. Un constat amer, c'est ce qu'a dressé la mission de haut niveau des pêcheurs ce mercredi 25 décembre 2024 pour évaluer les travaux de réhabilitation du tronçon Caille-Sandaré qui peine à voir ses promesses se concrétiser malgré son importance stratégique pour l'économie malienne. Ibrahim Babi. Caille est la première région administrative du Mali. Cette ville communément appelée la Cité des Rails est à une distance d'environ 618 km de Bamako, la capitale. La route qui lie les deux villes est la route nationale numéro 1, RN1. Elle fait partie des plus empruntées du pays par le fait qu'elle relie le Mali au pays voisin, le Sénégal. Cependant, force est de constater que son état de dégradation est source de problèmes pour des usagers. Les accidents de circulation, on en compte beaucoup sur cet axe routier. Face à cette situation, certains expriment leur ras-le-bol et demandent sa réhabilitation car elle constitue un véritable danger pour la sécurité routière. C'est fort de cette situation que le gouvernement a entrepris une réhabilitation de ce axe afin de soulager les usagers de cette voie. Ainsi, les travaux du marché relatifs à sa réhabilitation de l'axe Sandaré-Caille du corridor Bamako-Dakar par le nord peine à démarrer depuis l'approbation en Conseil des ministres le 23 février 2021 et la signature du contrat entre le gouvernement du Mali et l'entreprise chinoise COVEC en avril 2021. C'est pour faire accélérer les travaux qu'une mission d'inspection de haut niveau s'est rendue mercredi 25 décembre 2024 sur le chantier de réhabilitation du tronçon Caille-Sandaré long de 138 km sur le corridor Bamako-Dakar par le nord. Cette visite avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des travaux, d'identifier les obstacles rencontrés et d'orienter les équipes techniques pour accélérer le rythme de réalisation. Financé entièrement par le budget national pour un montant de 85,4 milliards de francs CFA, ce chantier, attribué à l'entreprise chinoise COVEC Mali, affiche des retards préoccupants. Prévu pour une durée de 36 mois depuis janvier 2023, la réalisation accuse un rythme bien en deçà des attentes selon les observations de la mission d'évaluation. Les travaux en cours qui se limitent à la mise en œuvre des couches de base et aux structures de drainage avancent péniblement. Une situation qui a poussé les responsables du ministère des Transports et des Infrastructures à donner des directives fermes, renforcer d'urgence les moyens humains et matériels pour rattraper le calendrier et éviter un échec coûteux pour le pays. Ce retard impacte gravement les populations locales et commerce régional. La route Caille-Sandaré, véritable poumon du corridor reliant le Mali au Sénégal, est une infrastructure attendue depuis des années pour désenclaver les zones rurales et revitaliser l'économie locale. Le gouvernement, bien que conscient des défis, maintient son engagement. Des efforts de coordination entre l'entreprise COVEC Mali, les équipes de contrôle et les autorités locales sont exigés pour sortir ce projet de l'impasse. Objectif affiché, une nette amélioration d'ici le premier trimestre 2025. En attendant, les habitants de la région continuent de subir les affres d'une voie dégradée, symbole d'un chantier qui peine à tenir ses promesses. Le Mali est confronté à des défis colossaux liés à l'action humanitaire. Afin de trouver des solutions innovantes face à cette situation, pour changer la donne, le Forum malien des acteurs humanitaires s'est tenu ce 26 décembre au CICB. Djenaba Samake. Le Sahel, affecté par des crises multidimensionnelles, conflits armés, insécurité alimentaire, catastrophes climatiques, déplacement massif des populations, est un théâtre où se joue chaque jour la survie des millions de personnes. L'objectif de ces forums, c'est surtout rassembler tous les acteurs locaux, parce que nous savons avec la crise que nous vivons depuis un certain temps, nous avons du mal vraiment à atteindre nos objectifs. Donc l'objectif, c'est unir ces acteurs humanitaires locaux et voir ensemble comment œuvrer en synergie d'action pour impacter encore plus ceux qui sont dans le besoin. Il ne suffit pas de secourir, il faut également reconstruire, renforcer et prévenir.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons transformer nos approches. Il ne s'agit plus seulement de répondre à une crise, mais d'accompagner les populations dans la reconstruction de leurs moyens de subsistance, leur bien-être et leur dignité. Selon des données du représentant du ministère de la Santé, le Mali compte à ce jour près de 378 personnes déplacées internes du fait de la crise, près de 83 000 personnes réfugiées et près d'un demi-million de personnes frappées par les inondations. C'est pour vous dire que le contexte de la crise au Mali est vraiment extraordinaire. Et c'est à l'image de tout le Sahel. Donc le thème que vous avez pris pour votre forum résilience et action humanitaire au Mali est à point nommé. Nous pensons qu'aujourd'hui, les acteurs humanitaires nationaux sont aussi importants que ceux qui viennent nous aider. Cette édition est donc une étape décisive pour transformer les défis en opportunités afin d'amplifier les voix des plus vulnérables et inscrire les actions dans la durée, d'où les thèmes résilience et action humanitaire dans le Sahel. L'étude du collectif investigatif Journalisme Reportica sur les classements mondiaux effectués chaque année par des organisations dénonce plusieurs insuffisances concernant les classements de RSF et Transparency. Assetoumani Koulibaly. Des lacunes méthodologiques, voilà ce que les rapports de classement sur le niveau de corruption, de liberté d'expression, de qualité de gouvernance des pays ont en commun selon les auteurs du collectif Investigate Journalisme Reportica. Les classements sont notamment publiés par le World Happiness Report, le World Press Freedom Index de RSF, la Corruption Perception Index de Transparency. Dans l'étude du collectif, la plupart des points signalés par ces différents rapports ne tiennent pas en compte des contextes locaux, des différences culturelles, sociales, économiques et politiques citées en exemple. Le collectif de journalistes regrette notamment une certaine opacité sur les critères utilisés, autant pour noter les pays que pour sélectionner les répondants. L'étude souligne également que l'évaluation des pays élude certains critères majeurs comme la qualité du journalisme, la densité du paysage médiatique ou les conditions de travail des journalistes. Le classement 2024 place particulièrement l'Inde au 159e rang, derrière le Pakistan, situé à la 152e place. Selon le collectif, le paysage médiatique de l'Inde, étant l'un des plus vastes et des plus diversifiés au monde, n'avait pas à être classé derrière le Pakistan qui impose aux médias des limites strictes et des pressions permanentes de la part du gouvernement et de l'armée. Dans le World Press Freedom Index, publié par Reporters sans frontières, une part importante du score de chaque pays repose sur des questions qualitatives à des questionnaires soumis à des experts et journalistes sélectionnés. Ainsi, les scores sont influencés par les perceptions des répondants plus que par des données objectives, selon Reportica. C'est en tenant de ces quelques paramètres que le collectif remet en cause les critères mis en avant. Il faut noter qu'en dehors des classements précités, l'étude de Reportica dénonce d'autres classements tels que Global Hunger Index ou le Global Corruption Barometer. En Guinée, les forces vives réitèrent leur décision de ne plus reconnaître à partir du 31 décembre 2024 les autorités de la transition. Elles exigent leur départ et la mise en place d'une transition civile en janvier 2025. Paulia Pinguesson. Dans une déclaration publiée mercredi, l'opposition dénonce les violations récurrentes de la chaîne de la transition par le CNRD, Comité national du rassemblement pour le développement, au pouvoir depuis le coup d'État du 5 septembre 2021 qui a renversé le président Alpha Condé. Cette annonce intervient alors que le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires étrangères, Molly Fee, a récemment déploré que la transition promise a mis beaucoup de temps à se produire en Guinée. Elle a rappelé les espoirs initiaux d'un système de gouvernance moins corrompu et plus équitable après le coup d'État de 2021, tout en constatant que les progrès n'ont pas atteint l'objectif que les Guinéens se sont fixés. Les forces vives de la Guinée accusent le général Mamadi Doumbia et son régime de ne pas respecter leur engagement concernant le retour à l'ordre constitutionnel avant fin 2024, tel que prévu dans l'accord avec la CEDEAO. La coalition évoque plusieurs griefs, notamment la mort de plus de 60 manifestants, la disparition de Fonike Mengue, Biloba et d'autres opposants, ainsi que la gestion controversée des tragédies nationales. Près de 3 ans après l'arrivée au pouvoir des militaires dirigés par le général Mamadou Doumbia, la perspective d'un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée ne cesse de s'éloigner.
Alors que les autorités de la transition ont déjà fait savoir qu'elles manqueraient à l'engagement initialement prévu sous la pression internationale de céder le pouvoir à un régime civil d'ici fin 2024. Il faut avoir peur parce que vous le savez souvent, les manifestations, comme vous le dites, ça aboutit à des violences. Oui, mais je le disais, il n'y aura pas de grande mobilisation. Par contre, il y aura des moments difficiles, militarisés. Il peut y avoir des morts d'hommes. À Conakry, c'est souvent le cas quand il y a des manifestations politiques. Ça se termine toujours par 1, 2, 3, parfois plus des cas de mort, des cas de jeunes manifestants qui sont tués dans les quartiers. Il peut y avoir des manifestations qui vont dégénérer. On en a connu, mais le contexte actuel ne s'y prête pas. Ce serait une grande surprise si l'opposition politique, dont les leaders d'ailleurs, les grands leaders, celui d'Alain Diallo, et Alpha Condé, Sidya Touré, ils ne sont pas à Conakry. Elle s'était également engagée à organiser un référendum constitutionnel avant la fin de l'année qui ne s'est toujours pas tenu. La Guinée, il n'y a pas eu de dialogue. Les autorités ont immédiatement enchaîné la phase de refondation du pays qui donc met fin à la phase de transition qui était en cours depuis déjà 3 mois. Donc dans le langage politique public des autorités, on ne parle plus de transition, on parle désormais de refondation du pays. Et les opposants, les acteurs de la société civile n'ont pas été associés à cela. Et donc forcément, il peut y avoir une polarisation de la vie publique en Guinée. Le responsable des stratégies et planification du Front national de la défense de la Constitution, FNDC, Sékou Koundono, prévient les militaires que les Guinéens n'accepteront aucun prolongement de la transition au-delà du 31 décembre. L'activiste accuse le CNRD de multiplier les manœuvres pour confisquer le pouvoir à travers un glissement du calendrier de la transition. Dénonçant l'ouverture d'un dialogue inclusif, la répression des opposants à la gestion de la transition, la cherté de la vie, Sékou Koundono estime que tous les ingrédients sont réunis pour un soulèvement populaire en Guinée. En France, le gouvernement François Bayrou est composé de 13 ministres et 15 ministres délégués. L'ancienne chef du gouvernement, Elisabeth Borne, est nommée ministre d'État chargée de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du numérique. L'ancienne figure du Parti socialiste, Manuel Valls, fait également son entrée dans le gouvernement au poste de ministre d'État en charge des questions d'outre-mer. Rachida Dati retrouve le ministère de la Culture. L'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, hérite de la justice. La France traverse une instabilité institutionnelle depuis la tenue d'élections législatives anticipées qui ont débouché sur la perte de la majorité à l'Assemblée nationale de la mouvance présidentielle. Retour au pays, initié le 5 décembre dernier par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Environ 1600 stadiers ont été recrutés et répartis entre les différents stades de Bamako. Ces agents civils qui seront déployés lors des manifestations sportives. On en sait davantage sur leur rôle avec Soumaïla Fani. Désormais, dans les stades de Bamako, plusieurs dizaines d'agents civils appelés stadiers seront déployés pour assurer l'accueil et la sécurité lors des manifestations sportives. Pratiquement, le président de la République a fourni un effort maousse pour rénover toutes les infrastructures sportives au Mali. Et c'est des milliards qui ont été investis. Et pour la sauvegarde de ces infrastructures, pour la sécurité de ces infrastructures, il est de notre devoir de prendre des dispositions pour garantir tout cela. Leur fonction consiste à assurer la palpation de sécurité des spectateurs, l'inspection visuelle, la fouille des bagages à main, mais aussi l'orientation. Ils seront sur le terrain, ils vont faire la ceinture extérieure pour faire la palpation, pour veiller à tout sujet qui porte à confusion ou bien qui peut amener des problèmes et ils signalent ça. Ils songent aussi à veiller sur les parkings. Et ensuite, encore mieux, c'est des gens qui doivent veiller sur les toilettes, sur les vestiaires. Et d'autres sont dans les gradins pour regarder les quelques supporters qui vont se comporter d'une façon à une autre pour essayer d'intervenir à temps afin qu'il n'y ait pas quand même un débordement. Pour mener à bien leur mission, ils ont bénéficié de formation ce jeudi 26 décembre. Aujourd'hui, on va faire un module avec plusieurs emplacements dont le stadier sera le stadier. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Les stadiers, en général, déjà, ils accueillent les personnes, ils sont toujours au contact des personnes, ceux qui sont au contact des personnes. Donc, ils doivent être une main de fer dans un gant de velours.
parce qu'ils sont en permanence au contact du public, alors que ce soit aussi bien au niveau de l'arrivée du parking, que ce soit sur l'esplanade, que ce soit dans les tribunes, que ce soit sur la pelouse. Ils revêtent chacun une importance capitale. Et l'objectif du stadier, c'est vraiment qu'un événement, quel qu'il soit, se passe très bien. Vêtus de manière à être reconnaissables par le public et les forces de sécurité, ces agents qui seront désormais dans les stades aideront les organisateurs des matchs tant pour la sécurité que le respect du règlement au sein des stades. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision qui vous allume.